Bonjour, bienvenue à cette première conférence de néphrologie pour les DCEM3. Je m'appelle Mathieu Jam, je suis interne des hôpitaux de Paris en néphrologie et on va commencer cette première conférence. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette conférence, on va la diviser en 3 parties. La première partie, ça va être 2 dossiers cliniques qui vont être des dossiers très simples, principalement du cours, qui sont très adaptés en fait au niveau de DCEM3. La deuxième partie, ça va être le 3e cas clinique où ça va être beaucoup plus méthodologique. Donc des petits conseils, mes petits conseils pour bien répondre à toutes les petites questions méthodologiques. Et enfin, la 3e partie, ce seront les 2 derniers dossiers cliniques, beaucoup plus longs, beaucoup plus difficiles, mais du coup, par conséquent, beaucoup plus orientés, type ECN, de ce que vous allez trouver en fin de D3, voire au cours de la DCEM4. Donc on va bientôt commencer... on va commencer cette première conf de néphrologie pour les DCEM3. Donc, dossier numéro 1. Alors, vous recevez en consultation mademoiselle Aurélie C, 24 ans, pour des œdèmes des membres inférieurs. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'ECN, tous les mots vont avoir une importance. Ici, les mots extrêmement importants, c'est mademoiselle Aurélie C, 24 ans. Pourquoi c'est extrêmement important? Pour la simple et bonne raison que lorsque vous auriez votre papier de brouillon au cours de l'ECN, vous voyez le terrain et vous voyez que c'est une jeune femme. Et par définition, toute femme à l'internat est enceinte jusqu'à preuve du contraire. Et je rajouterais même que, comme nous sommes pessimistes de nature aux ECN, c'est même une grossesse extra-utérine. œdème des membres inférieurs, ce n'est pas sans vous rappeler que œdème des membres inférieurs, c'est un item à l'internat que vous devez connaître. Alors cette jeune demoiselle n'a pas d'antécédents particuliers, donc ça pareil c'est important à noter, et son seul traitement habituel est sa contraception œstroprogestative. Œstroprogestative, donc des hormones qui peuvent induire des effets indésirables et qui sont contre-indiqués dans certaines pathologies. Essayez de le mettre de côté, pareil, lorsque vous allez trifouiller votre brouillon. Alors elle vous avoue avoir depuis quelques jours des gonflements des chevilles qui l'empêchent de mettre ses ballerines. Donc ça correspond bien à des œdèmes des membres inférieurs, il n'y a pas de doute, vous allez vous référencer à l'item en question. Elle se plaint d'avoir depuis 2 mois des douleurs dans les articulations. Donc là, c'est de l'anamnèse douleur articulaire polyarthralgie et eu des épisodes de gonflement des 2 mains il y a 5 semaines. Donc 2 mois, 5 semaines, vous pouvez faire de la chronologie, qui ont bien diminué après un traitement par corticoïdes prescrit par son médecin traitant. La corticosensibilité de certains symptômes est très évocateur de certaines pathologies, notamment les pathologies dites inflammatoires, les pathologies qui vont toucher l'ensemble du corps humain et qui en néphrologie sont retrouvées de façon assez fréquente. Dans les autres éléments de l'interrogatoire, vous soulevez une fatigue, d'accord, donc altération de l'état général, asthénie, d'accord, donc ça il faudra le noter sur votre brouillon, qu'elle incrimine à sa rentrée étudiante. Vous observez les résultats de la bandelette urinaire réalisée juste avant, hématurie, protéinurie, positive et franchement positive, leucocyturie, cétonurie et nitriturie négative. Donc pareil, hématurie c'est un item à l'internat, protéinurie c'est un item aussi, donc sans vous référencer à ces items-là, et déjà on peut partir sur une maladie inflammatoire qui va donner des protéines dans les urines. Question numéro 1, comment complétez-vous votre examen clinique? Alors ce genre de questions, elles se retrouvent extrêmement fréquemment dans quasiment toutes les épreuves de 2004 à nos jours actuels. Ce qui est très important à votre niveau en DCEM3, c'est d'apprendre à répondre à ce type de questions. Ce genre de questions-là, vous allez les avoir, que ce soit en cardio, pneumo, néphro, chirurgie, pédiatrie, psychiatrie. Vous allez les avoir tout le temps, peu importe la matière. Mon premier conseil au cours de cette conférence, c'est que faites-vous un plan. Un plan. De cette manière, en D3, vous allez peut-être passer 20, 25 minutes, 30 minutes à répondre à ce type de questions-là. Avec ce plan, toujours le même que vous allez adapter évidemment à la matière, et ben vous allez voir que les 25 minutes vont se transformer en 20 minutes, puis 15 minutes, et puis 10 minutes, et ça vous permettra d'aller beaucoup plus rapidement dans vos cas cliniques. Moi, c'était mon plan, donc libre à vous d'avoir votre propre plan, mais essayez de le tenir. Essayez de le créer en D3 et essayez de le tenir par la suite. Donc premièrement, un examen clinique, c'est toujours en 2 parties, interrogatoire et examen physique. Au cours de l'interrogatoire, ce qui est extrêmement important, donc là vous aviez le terrain, la profession et son âge, mais ce que vous n'y avez pas, c'est les antécédents familiaux, d'accord? Les antécédents familiaux sont très importants, surtout en néphrologie, parce qu'on a certains types de maladies héréditaires que l'on retrouve. Les intoxications, alcool, tabac, drogue, donc ça c'est de façon assez multidisciplinaire.
Un brin d'anamnèse, donc les voyages récents, les nouveaux médicaments. Donc en néphrologie, là on est parti sur une maladie rénale qui va donner de la protéinurie, et on sait que certains médicaments peuvent directement toucher les reins. C'est très important de noter cette notion. Dénutrition. La fièvre récente, effectivement, hein, qui dit maladie inflammatoire, altération de l'état général, va dire maladie infectieuse, et donc il faut systématiquement la rechercher. Le comptage infectieux avec les maladies sexuellement transmissibles, les infections des voies aérodigestives supérieures, protéinurie, signifie syndrome néphrotique, signifie néphropathie glomérulaire. Les infections des voies aérodigestives sont donc très importantes, d'accord, parce que ça là peut être des infections à streptocoque, les réactions streptococciques, donc dans les syndromes néphrétiques aigus, d'accord, mais aussi on sait que certaines infections des voies aérodigestives supérieures, type des angines ou des rhinopharyngites, peuvent déclencher d'autres maladies, telles que la maladie de Berger, qui est la maladie la plus fréquente glomérulaire chez le jeune adulte. La photosensibilité sont extrêmement importants. Et puis rechercher des signes extra-rénaux qui peuvent coller avec un tableau de maladies inflammatoires chroniques, la dyspnée par atteinte pulmonaire, les hémoptysies aussi, d'accord, les vascularites, épistaxis, purpura, n'oubliez jamais les signes cutanés, livédo, troubles sensitivo-moteurs au niveau neurologique. Les antécédents d'avortement spontané précoce et de fausse couche, donc ça c'est pareil, vont plutôt nous orienter vers une maladie inflammatoire chronique. Donc là j'avance un peu, mais ce sera beaucoup plus au niveau du lupus et du syndrome des antiphospholipides. Et très important en néphrologie, la notion de la BU antérieure. Lorsque vous avez une protéinurie, essayez de toujours aller dépister la BU antérieure, que ce soit au cours de la médecine du travail ou de la médecine scolaire. C'est un élément extrêmement important qui se fait dans la routine quotidienne et qui sera par définition coté quand un PU vous posera un cas clinique. Et la deuxième partie, c'est l'examen physique. Alors l'examen physique, toujours les variables hémodynamiques en première, d'accord? Donc ça c'est extrêmement important, c'est tout ce qui va être température, tension artérielle, fréquence cardiaque. En néphrologie, il n'y a pas beaucoup de signes cliniques. Les principaux signes cliniques sont les signes d'hydratation, œdème périphérique, pli cutané, qui sont des signes, je vous rappelle, de troubles extracellulaires, soif, langue sèche, qui eux vont être plutôt des signes reflet de l'hydratation intracellulaire. Variation de poids, on retrouve dans l'extracellulaire. Et puis dans le cas de la maladie inflammatoire chronique, il faut aller un peu à la pêche à la maladie, à la connectivite, à la maladie systémique. Donc les organomégalies, l'épanchement pleural, l'atteinte des séreuses aussi. On aurait pu mettre la péricardite, l'insuffisance hépatique, l'infection des VADS, on revient là. Les signes de phlébite aussi extrêmement importants dans le cadre du diagnostic différentiel des œdèmes des membres inférieurs. Là, c'est bilatéral, mais il ne vous est pas précisé si c'était des œdèmes qui sont rouges inflammatoires ou si c'est des œdèmes qui sont blancs et qui prennent le godet. Les signes extra-rénaux, donc signes cutanés, hein, et les signes neurologiques extrêmement importants. Alors, la suite de l'énoncé, voici votre bilan biologique initial qui retrouve les éléments suivants. Donc c'est pareil, il faut toujours les interpréter en fonction... Enfin, il faut toujours bien regarder ce qu'on vous donne. Là, vous avez une formule, les leucocytes sanguins. Vous pouvez vous dire c'est normal, mais regardez bien ce chiffre. N'interprétez jamais un pourcentage au niveau de l'hémogramme. 10%, faites le calcul, hein, c'est facile, c'est égal à 620, et tout de suite, vous voyez que c'est anormal, puisque je vous rappelle que les chiffres de lymphocytes normaux, c'est entre 1000 et 4000. La CRP, d'accord, je vous rappelle que la normale est inférieure à 3, donc là, elle est anormale. Hémoglobine, pareil, ça c'est anormal, inférieur à 12,5 g chez la femme. Donc là, on est dans un cas d'anémie. Et là, le VGM qui est un peu trop bas, microcytaire. Donc ça, c'est du diagnostic des anémies microcytaires, carence martiale, maladie inflammatoire pour les principales d'entre elles. Donc ça, le iono, vous faites bien. La protéinurie, 3 grammes par litre. L'albuminémie, 23 grammes par litre. Là, on le verra par la suite, mais ça aura son importance. La fonction rénale est correcte. Hypercholestérolémie, là aussi ça a son importance, et le bilan hépatique est correct. Donc commentez les résultats du bilan biologique et quel syndrome néphrologique identifiez-vous ici. Donc là, vous reprenez point par point, hein, c'est assez facile. Le syndrome néphrologique, extrêmement important. Le piège ici, ne vous comptez pas les points si vous avez oublié impur. C'est un syndrome néphrotique qui est impur. Pourquoi? Parce que vous aviez la définition du syndrome néphrotique, qui est celle-ci, alors chez l'adulte, d'accord? Ça, c'est la définition chez l'adulte. Et impur parce que l'hématurie était présente à la bandelette. Même si vous retrouvez une hématurie inférieure à 10 puissance 4 à l'ECBU, le seul examen qui va vous faire le diagnostic d'hématurie de façon certaine, c'est la bandelette urinaire. Quelles sont les complications classiques liées au syndrome néphrotique? Donc au syndrome néphrologique cité à la question 2. Donc là, c'est des questions de cours.
purement et simplement, qu'il faut savoir réciter. Les complications du syndrome néphrotique, il y en a principalement deux types, précoces et tardifs. Donc les précoces, voici, les œdèmes périphériques, donc qui vont jusqu'au tableau, œdèmes des membres inférieurs qui peuvent aller jusqu'au tableau d'Anasarc. D'accord. La maladie veineuse thromboembolique, parce que vous allez avoir une fuite des inhibiteurs de la coagulation, donc principalement de la protéine C et de la protéine S, et vous pouvez forcément être à risque de faire des phlébites. L'insuffisance rénale aiguë, donc ça vous allez vous référencier à votre cours, insuffisance rénale aiguë par différents mécanismes, mais ça peut être de la nécrose tubulaire aiguë, ça peut être de la néphropathie glomérulaire aiguë, une néphropathie vasculaire aiguë par la thrombose de la veine rénale, ou une néphropathie interstitielle aiguë par un œdème important dans le rein. Et puis le surdosage médicamenteux, pourquoi? Parce que ça, c'est directement lié à l'hypoalbuminémie. L'hypoalbuminémie est le principal transporteur des médicaments. Moins vous avez d'albumine, plus vous avez de fractions liées, plus vous avez des médicaments efficaces, et par définition, plus vous avez d'effets pour une posologie identique. Et les complications tardives, c'est la dénutrition par la perte protidique, l'hypercholestérolémie, l'insuffisance rénale chronique par la toxicité des protéines dans les tubules et l'immunodépression parce que vous allez perdre des gamma-globulines. Donc c'est même une immunodépression qui va être principalement liée aux germes encapsulés. Donc je vous rappelle que les germes encapsulés sont Haemophilus, Streptocoque, Méningocoque, Salmonellose. La question 4, quelle est votre hypothèse diagnostique principale et justifiée? Là, vous justifiez parce qu'on vous le demande, mais si on ne l'avait pas demandé, ça ne sert à rien de vous lancer dans une justification qui va vous faire perdre du temps. Donc ici, le diagnostic, c'est néphropathie lupique ou lupus érythémateux disséminé, donc c'est par argument de fréquence celui qui va revenir le plus souvent. Vous avez des contextes de polyarthralgie, de corticosensibilité chez une femme jeune. C'est le premier diagnostic à évoquer. Donc le stade 4, ça, à votre niveau, c'était peut-être un peu tôt. Pourquoi justifier donc toujours le même plan, donc ce fameux moyen mémotechnique, le terrain, les antécédents, la fréquence, l'anamnèse, la clinique, la paraclinique et le diagnostic différentiel. Quand vous justifiez, vous faites comme ça, vous faites 7 points, et puis vous justifiez. Et donc là, vous reprenez ce que je viens de vous dire. Question 5. Quel examen complémentaire à visée diagnostique réalisez-vous et que recherchez-vous? Vous voyez que la question, elle est au singulier. Ne jouez pas à en mettre plusieurs, c'est un risque qu'on vous ne code pas du tout la question et de perdre par définition des points. Ici, c'est assez facile. Pourquoi? Parce que le seul examen qui va vous faire le diagnostic de néphropathie lupique, c'est l'examen anatomopathologique ou histologique. Par quel biais? Par la ponction biopsie rénale. En fait, il ne faut pas vous chercher à vous compliquer trop la vie. Lorsque vous avez un syndrome néphrotique chez l'adulte, dans tous les cas, il faudra faire une ponction biopsie rénale, sauf excepté le cas du diabète, et encore, c'est selon sous certaines conditions. Retenez, de principe à votre niveau, syndrome néphrotique de l'adulte, c'est égal à ponction biopsie rénale. Alors, qu'est-ce que vous allez rechercher? Donc là, c'est la définition histologique du lupus qu'il faut connaître, puisque c'est une maladie extrêmement fréquente. Il n'y en a pas beaucoup à connaître, mais celle-ci, il faut connaître. Une prolifération endocapillaire segmentaire, ça veut dire que ça va toucher une partie du glomérule. Donc c'est une partie du glomérule. Focal ou diffuse, ça veut dire que ça va toucher l'ensemble ou la totalité des glomérules. La prolifération extracapillaire, parce que vous avez de l'hématurie, ça c'est il fallait coter, et donc par définition, c'est ou du stade 3 ou du stade 4, justement du fait de cette hématurie. Votre diagnostic est confirmé, il est à un stade évolué, donc comme 3 ou 4. Comment vous lui annoncez le diagnostic? Ça c'est une question qui revient assez fréquemment à l'internat, et donc pareil, essayez d'avoir un plan systématique que vous adapterez à votre cas clinique. Donc voici le mien. Donc elle est assez standard, ambiance calme, seule ou avec la personne de confiance, ça c'est extrêmement important, la notion de personne de confiance lors de l'annonce du diagnostic. Et puis, qu'est-ce que vous allez dire au malade? Déjà, vous allez lui annoncer le diagnostic et son stade, l'histoire naturelle, comment la maladie évolue. Vous allez ensuite lui annoncer le pronostic, quelles sont les différentes complications possibles, et au niveau des lésions rénales, est-ce que c'est réversible ou irréversible. Et puis vous allez lui annoncer le traitement avec l'éducation, faites un premier point d'éducation du malade, c'est une notion qui est très à la mode à l'internat et qui rapporte gros. Vous répondez systématiquement aux questions posées et vous proposez systématiquement ou un soutien psychologique ou un autre rendez-vous. Votre patiente souhaite savoir s'il existe d'autres organes susceptibles d'être touchés par la maladie et que lui répondez-vous? Alors, le lupus, c'est une maladie qui est extrêmement fréquemment rencontrée dans plusieurs matières et spécialement dans la néphrologie. Donc oui, on vous demande de répondre. C'est une question qui va imposer une réponse soit par oui, soit par non. C'est coté, c'est trop bête de perdre des points parce que vous avez oublié de répondre ou oui ou non.
Et là, bah, vous récitez votre cours du lupus, quels sont les organes les plus touchés au cours du lupus. Bah, classiquement, c'est les articulations, la peau, hein, les purpura ou les lésions vasculaires, les séreuses, la péricardite lupique ou la pleurésie. Alors, c'est principalement des pleurésies riches en lymphocytes. Au niveau hématologique, hein, donc voilà, sont les 3 manifestations les plus fréquentes. N'oubliez pas la thrombopénie, d'accord? Et dans le lupus, anémie, thrombopénie sont fréquemment associées de nature auto-immune. Et la neuropathie périphérique, qui peut être aussi une lésion. Quelle est votre prise en charge thérapeutique? Donc c'est pareil, ça c'est une question que vous allez rencontrer extrêmement fréquemment dans tous les cas cliniques que vous allez retrouver. Donc ayez un plan. Ayez un plan. Donc là, c'est le plan d'une prise en charge d'une maladie chronique. Donc ça, du coup, voici mon plan. Maladie chronique impose ces 3 termes, multidisciplinaire, au long cours et global. Le traitement, eh ben, il y a différents types de traitements. Vous avez le traitement symptomatique, le traitement étiologique et le traitement préventif. Et ça, ces 3-là, il faut bien que vous les distinguiez pour montrer au correcteur que vous avez compris comment vous allez prendre en charge votre malade. Elle vient pourquoi? Elle vient parce qu'elle a des jambes qui ont gonflé. Eh bien, il faut traiter. Donc c'est du régime sans sel, la restriction hydrosodée, d'accord? Donc classiquement, on estime que c'est à 1,5 litres par 24 heures, d'accord? Essayez de plutôt insister sur la notion d'1 litre. Et puis les diurétiques de l'anse type furosémide. Le traitement étiologique de la néphropathie lupique, c'est des immunosuppresseurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est principalement des corticoïdes. Bravo à ceux qui avaient pensé aussi à l'endoxan ou cyclophosphamide. C'est des traitements en alternance, vous n'avez pas à connaître les schémas. Et le traitement préventif, bah, c'est le traitement justement que vous allez introduire du fait de la corticothérapie au long cours, parce que de toute façon, elle aura des corticoïdes. Et du fait du lupus, on revient à la pilule œstroprogestative, arrêt de l'œstroprogestative, qui sont contre-indiqués dans la maladie lupique. Le traitement préventif, on en revient. Il y aura des corticoïdes au long cours, donc supplémentation calcique, potassique, régime hypolipémiant et pauvre en sucre d'absorption rapide, ça c'est important. Et puis, le traitement préventif, justement, du syndrome néphrotique, il faut toujours mettre, de manière générale, quand vous avez un cas de néphro, mettez toujours néphroprotection, ça vous évitera des ennuis, par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Pourquoi? Parce que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion vont diminuer de façon significative les lésions tubulaires de la protéinurie et vont du coup limiter au mieux l'insuffisance rénale chronique. Donc, vaccination antipneumococcique, bravo à ceux qui y avaient pensé. Et puis, maladie chronique impose un soutien, donc soutien financier et soutien psychologique. N'oubliez jamais la surveillance de l'efficacité et de la tolérance du traitement. Donc là, on arrive à la conclusion de ce premier cas clinique. Ce n'était pas un cas clinique très difficile, mais c'est un cas clinique qui, pour moi, était important pour vous mettre un peu les bases de l'internat. Donc, rappel très important, faites-vous un plan adapté aux questions que vous allez rencontrer les plus fréquemment. Je vous en ai mis des exemples, vous allez voir, il y en a d'autres, mais faites-vous un plan dès votre année, dès cette première année de DCM3. L'avantage, pourquoi perdre le moins de temps possible dans la rédaction? Vous allez voir, ça va être votre hantise dans les mois qui viennent, et ça, c'est un conseil qui était pour moi extrêmement utile. Donc, juste vite fait pour les glomérulopathies, si vous avez oublié d'un point de vue histologique les lésions, ça peut arriver. Et dites-vous que de manière générale, dans les glomérulopathies, il existe ou de la prolifération cellulaire qui est extra- ou endocapulaire, ou des dépôts, qui soient immuns ou non immuns, ou des anomalies de la membrane basale. Ça, si jamais vous avez un oubli, bah, essayez de mettre au moins ces 3 notions-là. Je vous rappelle la définition du syndrome néphrotique. D'accord, protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures et hypoalbuminémie inférieure à 30 grammes. Ça, je vous rappelle que c'est chez l'adulte. Pourquoi c'est important de faire la ponction biopsie rénale? Pour toujours distinguer les glomérulopathies primitives et les glomérulopathies secondaires. Toujours rechercher la glomérulopathie secondaire, donc le lupus ou le diabète. Donc je vous rappelle, hein, ponction biopsie rénale, et puis le lupus, quand ça touche le rein, ça donne syndrome néphrotique mais pas que, syndrome néphritique aigu ou glomérulonéphrite rapidement progressive, retenez principalement le syndrome néphrotique et ses 5 stades histologiques. Et puis enfin, la dernière diapo, le bilan paraclinique standard à faire devant un syndrome néphrotique. Je ne vous ai pas demandé la question, mais c'est une question qui peut être très facilement tombable. Donc, voici le bilan standard. N'oubliez jamais l'électrophorèse, les anticorps pour le streptocoque, la cryoglobulinémie qui va vous aider dans le lupus, les sérologies, et je vous rappelle le plus important, la ponction biopsie rénale.